Allez, il est 11 heures. Nous allons pouvoir débuter ce webinaire. Alors, juste quelques petites informations pratiques. Enfin, d'abord, bonjour à tous, hein, et merci d'ailleurs d'être présents aujourd'hui. Quelques petites informations pratiques sur le déroulé de ce webinaire. Sur le fonctionnement, vous pouvez me voir, vous pouvez m'entendre, mais vous ne pouvez pas directement utiliser votre micro pour dialoguer avec moi. Par contre, vous pouvez utiliser la fonctionnalité Q&A qui se situe, alors je crois, sur le volet haut plutôt hein, de votre écran. Vous pouvez l'activer et poser vos questions. On y répondra en fait à deux moments, certainement, juste avant la démonstration de l'outil Totara et également après la démonstration. Alors, juste avant de commencer, de rentrer dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir la partie LMS et LXP, pourquoi sont-ils complémentaires? Je vais présenter la structure innovation, me présenter moi, et après je vous présenterai directement le plan hein, de ce webinaire, qui sera assez simple. L'idée étant de se focaliser, de faire un petit focus sur un outil, le LXP, et de voir s'il rentre en concurrence directe avec le LMS ou si finalement ce sont deux outils complémentaires et qui ne font pas du tout les mêmes, enfin, qui ne répondent pas du tout aux mêmes objectifs. Donc c'est l'idée aujourd'hui. Alors, au niveau d'innovation, alors pour ma part, je suis Benoît Marchais, je suis responsable du service client au sein d'Innovation. Je m'occupe également de toute la partie formation sur toutes les solutions que l'on propose. Alors on parlera de Totara, mais il y en a d'autres, je vais vous les présenter d'ailleurs. Et aujourd'hui, je suis accompagné d'Audrey Colmer, qui va gérer un peu toute la partie questions. Donc, c'est à elle que vous allez la faire dans un premier temps et après à moi en fonction de la question. Alors, Innovation, c'est une structure qui a été créée dans les années 2000, qui compte 55 collaborateurs répartis maintenant sur 4 pays. On a ouvert une succursale il n'y a pas longtemps aux États-Unis, Texas particulièrement. Et donc 55 employeurs qui sont répartis également sur 3 autres pays, la France, l'Irlande et la Pologne. On a un chiffre d'affaires de 4 millions d'euros et un point intéressant à mettre en avant, c'est qu'on récupère une quote-part de ce chiffre d'affaires dans une partie recherche et développement qui nous permet d'être à l'origine de développements particuliers, de plugins ou autres, ou carrément de solutions complètes qui peuvent se greffer au LMS LXP du marché. C'est le cas notamment de la solution Aura Talent, qui est une solution qui a été développée dans le but de gérer les talents et les plans de carrière en entreprise, qui se greffent, donc plutôt en volet RH, hein, qui se greffent aux autres solutions que vous voyez sur la gauche, à savoir Moodle, qui est le LMS open source le plus utilisé dans le monde, Moodle Workplace, qui est sa version d'entreprise, donc Moodle, toute la partie pédagogique avec en plus des fonctionnalités vraiment à destination du monde de l'entreprise, et Totara, qui va nous intéresser aujourd'hui avec qui est en fait pas juste un LMS, mais une suite de logiciels, LMS, LXP, TMS, un acronyme dont on va parler un petit peu après, hein, qui permet notamment de mettre à disposition de l'information de manière un peu formalisée et informelle via le LXP, et puis la gestion de la performance avec la gestion de talent également incorporée et un système de gestion de compétences. Donc on ne verra pas pour ce webinaire, mais peut-être sur un webinaire suivant. Au niveau des services qu'Innovation propose, donc il y en a 6. Hein, on couvre en fait vraiment le spectre large de tout ce qui touche de près ou de loin à l'e-learning. Donc avant le projet, le conseil et l'audit, on forme également les utilisateurs de différentes manières au niveau de l'administration de la plateforme, au niveau de la conception des parcours pédagogiques, donc de l'ingénierie pédagogique. On a un département développement, d'ailleurs Innovation était initialement une 2S2I, ce qui fait qu'on peut être force de proposition sur des développements spécifiques pour que les solutions qu'on propose correspondent exactement à vos besoins et process. On a un studio de création, on peut être également force de proposition sur de la conception pédagogique, alors à la fois sur les outils internes, parce que la plupart des solutions qu'on propose possèdent des outils de construction de contenu pédagogique, donc à la fois sur ces types de contenus, comme sur des contenus externes produits par des solutions propriétaires, type Articulate, Captivate, etc. On a un département hébergement, on infogère à la fois des serveurs dits mutualisés ou des serveurs dédiés, et on fait également du support et de l'accompagnement post-projet sur des problématiques d'ailleurs techniques ou fonctionnelles liées aux solutions qu'on propose.
Alors, le déroulement de ce webinaire, l'idée, c'est tout simplement de faire un petit focus sur l'XP. Mais avant ça, alors, LXP, Learning Experience Platform, hein, c'est un outil qui a pour objectif de mettre à disposition, enfin de faire en sorte que les utilisateurs collaborent entre eux et également de faire en sorte que le collaborateur puisse être force de proposition dans la conception du contenu pédagogique et la mise à disposition de ce contenu pédagogique. Donc, on va faire un focus sur ce LXP. Alors, avant ça, l'idée, c'est de voir, alors pas les tendances pour le coup, mais les priorités affichées par les formateurs. Qu'est-ce qui en ressort d'une étude qui est sortie assez récemment, là, début d'année, une étude qui a été menée par Donald Taylor, de faire un petit point d'étape sur cette partie-là par rapport à la situation qu'on a, en tout cas les événements qu'on a vécus. Ensuite, de faire vraiment de rentrer dans le détail de la genèse du LXP, les atouts du LXP, et puis comparer, en fait, voir la place du LMS dans tout ça par rapport justement à cette notion de LXP. LMS, Learning Management System. Alors, juste pour info, par rapport aux acronymes, là, je vais des fois parler d'LXP ou d'LEP. Alors, on les retrouve d'ailleurs toujours accolés l'un et l'autre, hein, LXP, Learning Experience Platform, et LEP, Learning Engage Platform. Alors, pour moi, sont des acronymes différents, mais pour des outils qui répondent à des objectifs sensiblement identiques, hein, avec du collaborative learning et encore une fois, cette notion d'engager l'utilisateur pour qu'il pousse en fait des parcours pédagogiques qui soient à l'origine des parcours pédagogiques. Alors, donc là, on verra après donc, la partie LMS, puis le dernier point, la dernière étape de ce webinaire. Donc, il y aura peut-être un jeu de questions-réponses après le point 3. Hein. Et après ce point 3, l'idée, ce sera de vous montrer la solution Totara, qui est une solution polyvalente qui englobe justement différents briques, en tout cas briques de logiciels qui répondent à des problématiques d'approche pédagogique différentes. Alors, premier point, du coup, les priorités des experts formateurs ressources humaines. Alors, c'est une étude qui a été menée en février 2021 par Donald Taylor. Alors, c'est une étude, en fait, il y a 15 ou 20 points, je crois. Hein, on ne les a pas tous repris, mais c'est une étude que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur Internet assez facilement, hein, pour voir le reste. On a affiché que les 5 premiers résultats. Et le premier résultat qui nous a tous surpris, enfin, en tout cas moi qui m'a surpris, c'est l'apparition de la partie reskilling, upskilling, qui correspond en fait à se reconvertir ou à monter en compétence sur les compétences liées à notre métier. Alors, ça nous a, enfin, en tout cas pour ma part, ça m'a surpris dans la mesure où effectivement, ça reste quand même l'objectif de base de ce qu'on souhaite mettre en place quand on se lance dans la formation, hein, c'est être en mesure de proposer quelque chose qui va permettre aux utilisateurs de se reconvertir ou de monter en compétences. Alors, ce qu'il faut voir là-dedans, c'est qu'en fait, pourquoi maintenant c'est affiché comme une priorité et pas quelque chose de sous-jacent qui serait toujours présent comme étant le fil conducteur de tout ce qui suit. Mais tout simplement parce qu'il va y avoir un changement de paradigme sur les actions de formation, dû notamment à la situation actuelle, à la montée en puissance de la partie télétravail, et également en liaison directement avec cette notion de télétravail, la nécessité pour certains utilisateurs de se former différemment, en tout cas sur des compétences qui n'étaient pas forcément nécessaires d'avoir initialement. Typiquement, le télétravail impose maintenant à des utilisateurs qui n'étaient pas forcément à l'aise avec l'outil informatique de monter en compétence sur ça. Pas forcément d'être expert, mais de monter en compétence et suffisamment en compétence pour être à l'aise, pour que le télétravail ne soit pas quelque chose de rebutant pour eux. Donc voilà, donc c'est cette partie qui est assez intéressante, qui du coup met en avant le fait qu'il y a cette nécessité de changer de profil, de compétences et de monter en compétences pour certains métiers. Alors, le deuxième point, c'est collaborative learning. C'est un point qui nous intéresse également aujourd'hui par rapport au LXP. Alors, qu'est-ce que c'est que le collaborative learning? C'est tout simplement faciliter le travail en équipe via la mise à disposition d'outils. Alors, c'était une notion qui était déjà plus ou moins prioritaire, hein, parce que ça a été troisième en fait l'année dernière sur l'échelle des priorités des formateurs slash RH. Hein. Et alors, c'est pas forcément une surprise, mais c'est en tout cas quelque chose qui est mis en avant de plus en plus.
avec la volonté de répondre à un manque, ce manque étant en fait, encore une fois, intimement lié à à la montée en puissance et à la normalisation de la partie télétravail. En effet, le télétravail a coupé court en fait, à pas mal de situations informelles qui étaient à l'origine d'apprentissage, de montée en compétence de certains utilisateurs. La discussion, alors je grossis le trait, la discussion autour de la machine à café, la personne qui vient vous voir derrière votre écran parce qu'il y a une problématique client et que vous allez lui donner comme ça l'information, tous ces éléments-là qui sont informels, qui du coup se font beaucoup moins facilement avec l'apparition et la normalisation et la montée en puissance du télétravail. Donc, ce collaborative learning va répondre justement, les outils liés au collaborative learning vont répondre à ces problématiques-là en priorité et deviennent du coup effectivement une priorité. En troisième position, on a le Learning Analytics. Alors ça, c'est tout à fait… c'était le premier, hein, vous voyez, c'est le chiffre qui est ici, c'est qu'en fait, c'était le premier initialement. Il y avait toujours cette volonté d'avoir ces traces d'éléments pédagogiques effectués par les apprenants. Hein. C'est tout simplement pour avoir un retour d'investissement dans le sens investissement des formateurs par rapport, versus récupération, rétention de l'information côté utilisateur, et puis être en mesure derrière d'emmagasiner un certain nombre d'informations pour corriger le tir si besoin par rapport à certaines formations plus formelles. Et donc ça, c'est un point qui, à mon avis, restera, quoi qu'il arrive, toujours présent et qui sera amené en fait même à monter en puissance, mais pour le coup, là, il a été dépassé par la partie collaborative learning. Alors, d'ailleurs, c'est un point qui est complètement transversal, hein, quels que soient d'ailleurs les outils qu'on utilise, c'est quelque chose qui peut bien évidemment être exploité de différentes manières. Alors, on en parlera un petit peu vers la fin, le Learning Analytics, en fonction de son type d'utilisation, ça peut être quelque chose de très simple, un rapport qui informe les utilisateurs, enfin, qui informe les managers ou les responsables de formation du suivi, la progression de l'apprenant. Et ça peut être quelque chose d'un peu plus poussé avec, pourquoi pas, la mise à disposition de ce qu'on appelle un LRS, un Learning Record System, qui va emmagasiner les traces d'informations de suivi de formation en vue derrière de monter la plateforme différemment pour répondre plus particulièrement aux demandes des utilisateurs. Alors, en quatrième et cinquième position, et c'était leur place l'année dernière, l'adaptive learning, et du coup, ce qui nous intéresse aujourd'hui, en partie, le Learning Experience Platform, donc le LXP, où l'objectif est de mettre les apprenants aux commandes de leur apprentissage et de faire en sorte que un utilisateur qui arrive soit authentifié, identifié, qualifié et qu'il n'ait pas à chercher 2 heures le parcours pédagogique qui l'intéresse et qu'au niveau des contenus pédagogiques qui lui sont qui lui sont proposés, qu'on retrouve des choses qui soient parlantes, qui correspondent au métier qu'il exerce et qui soient assez spécialisées pour qu'il monte en compétences rapidement. Alors, ça, c'est l'état des lieux, c'est voilà, les priorités affichées. Maintenant, on va faire un petit focus sur justement ce dernier point, alors qui encore une fois englobe d'autres éléments, le collaborative learning, l'adaptive learning, des choses qu'on retrouve dans la partie LXP. Alors, la genèse du LXP, alors je ne sais pas si tout le monde connaît le LXP, donc je me permets de faire un petit rappel rapide sur d'où ça vient, à partir de quand ça a été… on a commencé à étudier ce mode de fonctionnement, cette approche pédagogique. Alors, ça part de différents constats et ça s'appuie sur un modèle. Donc, le constat, c'est que le paradigme du LMS est un peu dépassé. Alors, il est dépassé pour plusieurs raisons, hein, tout simplement parce que la formation ne doit pas consister à pousser du contenu vers les gens, donc quelque chose de descendant finalement, et attendre d'eux qu'ils emmagasinent de l'information, qu'ils apprennent. Et puis l'accès à l'apprentissage ne doit toujours pas être formel et structuré et rigide. C'est aussi quelque chose, encore une fois, qui peut se faire de manière informelle sur des discussions, sur des échanges, sur de la vidéo en micro-learning, des communications, de l'intercommunication et de la collaboration entre utilisateurs.
Alors, ça repose aussi sur un modèle, le modèle 10-20-70, qui est illustré sur le petit schéma que vous voyez à droite, qui explique qu'en gros, 90% de l'apprentissage se fait par un apprentissage expérientiel, en gros informel. Encore une fois, je grossis le trait sur la discussion sur la machine à café, la discussion sur une problématique terrain, avec le constat de ce qu'on fait, voilà, quelque chose qui se passe mal et qui fait qu'il y a quelqu'un qui a l'expérience qui va dire ça, c'est comme ça que ça se passe, etc., etc. Alors tout ne peut pas être transposé sur de l'e-learning, mais en tout cas, on peut facilement, sur de la vidéo, sur des choses, pousser ces informations-là, faire en sorte que celui qui a la connaissance métier puisse être en capacité de pousser ces informations-là directement sur une plateforme commune. Alors, le LXP rentre aussi dans cette notion d'outil de learning in the flow of work, donc le travail dans le flux, l'apprentissage dans le flux du travail. L'idée étant que de plus en plus, on est submergé par des réponses de mails, par des réunions, etc., etc., et que finalement, les moments pour se former ne doivent pas forcément être imposés. C'est des moments qui doivent être à la discrétion, en tout cas qui doivent être mise à disposition et à la discrétion du collaborateur. C'est à lui, au moment où il le veut, d'être en mesure d'aller directement se connecter et facilement, et pas se connecter à 10 outils différents, de se connecter à un ensemble d'outils ou un écosystème d'outils qui va lui permettre derrière de récupérer de l'information et de l'information pertinente par rapport encore une fois, à ce qu'on connaît de lui, à son profil. Donc, là, il y a la notion d'adaptive learning. Alors, il y a aussi l'idée que de donner le contrôle en fait, à l'apprenant sur son parcours d'apprentissage, soit lui qui soit en fait qui ait le choix final de l'apprentissage qu'il souhaite avoir et qui soit même lui-même force de proposition sur du contenu pédagogique qu'il va déployer. Voilà la genèse du LXP avec une étude, vous voyez, quand même, qui date de 1980. Donc, le constat, en fait, est finalement assez ancien, mais la mise en pratique, alors qui est maintenant, qui explose, hein, mais a mis du temps à se déployer. Alors, les atouts du LXP, alors j'en ai mis quelques-uns, mais encore une fois, peut-être que j'enfonce des portes ouvertes par rapport à des personnes qui sont autour, qui sont présentes au webinaire, hein, je m'en excuse, mais c'est encore une fois intéressant de refaire un petit tour. Donc, on a la fidélisation et l'engagement, qui est lié d'ailleurs à la force de l'équipe. Hein, le fait de collaborer avec plusieurs personnes nous rend plus forts. L'apprentissage en groupe réduit la charge cognitive. Donc, on a moins de pression, donc on est plus à l'aise en fait à aller piocher de l'information, à échanger, à discuter. C'est un révélateur de talent, c'est un atout qui est quand même assez important, notamment toute la partie RH, tout simplement parce que ça ne met pas en avant des compétences formelles, mais des compétences d'ailleurs qu'on n'aurait pas forcément eu l'idée d'auditer et qui vont par le biais justement d'échanges et de mise à disposition de contenu par le biais du collaborateur, de montrer qu'en fait finalement certains collaborateurs peuvent avoir des connaissances complémentaires et potentiellement être force de proposition sur des niveaux de compétences qui n'étaient pas forcément les leurs initialement. Donc il y a cette notion de révélateur de talent qui est effectivement un point hyper important. Ça renforce la confiance. La confiance, pourquoi? Parce que, encore une fois, le fait d'échanger, le fait d'être force de proposition sur du contenu pédagogique fait que les utilisateurs vont être à l'aise. Quand on met en avant quelqu'un qui apporte une solution, ça le met en valeur et ça lui permet encore une fois, de mobiliser son engagement. Et puis, ça rejoint la fidélisation des collaborateurs, cette volonté qui est quand même importante hein, au niveau ressources humaines, qui est de conserver les talents au sein de la structure. Enfin, à l'apprentissage dans le flux, j'en ai déjà parlé, mais bon, cette nécessité, cet atout qui est de l'utilisateur, il va se connecter rapidement, il va avoir un ensemble d'informations qui vont lui indiquer, voilà, tu as vu ça précédemment, il y a ça qui peut t'intéresser, il y a tel collègue à toi qui a poussé telle information, on a vu que toi, tu avais poussé tel contenu, il y a celui-ci aussi qui est en rapport, est-ce que vous ne pouvez pas créer en fait un espace commun pour je sais pas, créer une sorte d'émulsion qui va, etc., gérer les trucs. Et tout ça, encore une fois, dans des moments qui ne sont pas formalisés sur le planning, mais qui sont des moments où l'utilisateur va lui-même prendre
le soin de prendre le temps de faire ce type d'action. Alors, le LMS dans tout ça, donc, en écoutant comme ça, on pourrait dire on pourrait croire que l'XP finalement a tout pour lui et que le LMS n'a pas de beau jour devant lui et que finalement le LXP peut facilement remplacer le LMS. Alors pour moi, c'est oublier une chose, enfin deux mêmes choses importantes, c'est que le LXP, lui, met l'accent sur l'expérience d'apprentissage, alors que le LMS, lui, est basé sur la gestion de l'apprentissage. Donc en gros, il y en a un qui va jouer sur la manière de mettre à disposition du contenu pédagogique, alors que l'autre va répondre à des problématiques d'entreprise qui sont la mise en conformité, la certification, l'attestation de compétences pour exercer le métier, la réglementation, donc des choses qui ne peuvent pas forcément se faire de manière informelle, mais au contraire qui doivent être palpables, quantifiables et qui reposent la plupart du temps sur du contenu formel. Donc là, cette notion de LMS, il ne faut pas oublier qu'on aura toujours la nécessité d'avoir cette approche formelle pour répondre à des problématiques, des objectifs d'entreprise et des conduites de changement et des mises en conformité des utilisateurs par rapport à des réglementations, des problématiques internes, etc. Donc, la conclusion en fait qu'on pourrait avoir, c'est mon troisième point, c'est ce point-là, c'est que pour moi, finalement, on ne devrait pas avoir à choisir entre le LMS et un LXP. Tout simplement parce que pour moi, ce sont des approches, enfin des outils qui vont répondre à des objectifs complètement différents. Des objectifs d'apprentissage formel, le LMS, ou des objectifs d'apprentissage informel, le LXP. Et les deux, finalement, sont plutôt complémentaires que concurrentiels. Voilà. Alors, ce qu'il faut retenir, et c'est d'ailleurs vers là que tend l'open source versus, encore que il y a certaines plateformes propriétaires qui répondent à cette problématique, mais l'objectif en fait final, ce n'est pas d'essayer d'avoir tel ou tel type d'outil, mais c'est de faire en sorte d'intégrer le collaborateur dans un écosystème d'outils qui va répondre à des problèmes différents. Des problèmes différents, des objectifs différents, et c'est ce que je souhaite en fait illustrer avec ce schéma. On a notre apprenant qui doit être en mesure, et simplement, encore une fois, dans la notion de flux du travail, qui ne doit pas être obligé de se connecter à 10 logiciels différents pour justement récupérer tous ces éléments-là. L'idée, c'est que tout soit centralisé, et qu'on a un écosystème de briques de logiciels qui répondent à des problèmes différents. Le TMS, le LMS, le micro-learning, la gamification, la notion de learning analytics dont on a parlé initialement, qui se relie avec le learning record system qui va permettre d'emmagasiner les traces et l'analyser, le SIRH qui va embarquer les utilisateurs de manière automatique, synchroniser la structure organisationnelle de l'entreprise, le RP qui va pouvoir, pourquoi pas, interagir avec des clients, pousser des formations pour les clients, donc scinder, compartimenter les utilisateurs, etc. etc. Donc l'idée en fait de tout ça, c'est que finalement le LMS, le LXP sont des outils complémentaires qui répondent à des objectifs différents. Alors pour illustrer tout ça, je vais passer en fait à la démonstration d'un LMS, pas d'un LMS pour le coup, la démonstration de Totara, qui est une plateforme polyvalente qui regroupe un certain nombre du coup, de ces outils qui proposent des approches pédagogiques qui répondent à des objectifs de récupération d'informations qui sont différentes. Voilà. Donc là, je vais passer à la démonstration. Audrey, je ne sais pas s'il y a des questions. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait des questions. Non, pas de questions pour le moment, Benoît. D'accord, très bien. Donc, je vais passer sur la démonstration. Donc, on pourra refaire un point sur Totara après, hein, ou si vous-même vous avez des questions à la fin, sans aucun souci. Alors, le dernier slide avant de passer directement pour que vous ayez cette vue d'ensemble de Totara, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet et vous montrer à quoi ressemble la plateforme. Totara, donc, sur sa dernière version, donc Totara 13, c'est ce qu'on appelle une Talent Experience Platform. Ça regroupe, encore une fois, ces trois briques
trois niveaux d'action possibles. La partie Learn, qui est le LMS, donc, qui était d'ailleurs initialement ce qu'était Totara. Hein. On a la partie Engage, alors qui était initialement la partie social learning de Totara, qui s'est transformée en LXP, et on va le voir comment, hein, avec l'apparition notamment de mise à disposition de ressources. Le collaborateur peut créer des ressources, il va pouvoir se créer des playlists de ressources, il va pouvoir créer ce qu'on appelle des workplaces, des espaces de travail où les utilisateurs vont pouvoir échanger entre eux, dialoguer sur des problématiques bien précises, en vue de projets ou d'objectifs bien précis. Et puis, il englobe également la notion de Perform, qui est un système de gestion de la performance qui repose sur les compétences qui sont liées à des postes, parce qu'on va le voir également, je ferai un petit topo quand je rentrerai sur l'outil. Totara embarque un certain nombre de systèmes qui permettent d'intégrer directement toute la structure hiérarchique de l'entreprise au sein de cet outil. Donc, on va retrouver la position de l'utilisateur, son niveau hiérarchique dans une organisation et des actions qu'on va pouvoir faire en masse en fonction de ça. Alors, je vais quitter ce slide et je vais rentrer sur Totara. Alors, je suis connecté actuellement sur Totara en tant qu'administrateur. Alors, juste pour expliquer en gros, alors comme je partage mon écran, je crois comme c'est les slides, je crois, Audrey, qu'il faut plutôt je coupe ma vidéo. En plus, je pense que je vais régulièrement montrer ça. Donc oui, voilà. et d'ailleurs, Benoît, on a une question. Quelle est la technologie sous-jacente de Totara? Alors, c'est du PHP MySQL. Alors je ne sais pas à quel niveau en gros, c'est la framework derrière, c'est la base, c'est du PHP MySQL. Et vous avez en fait, Totara à la base est un fork, c'est un embranchement d'une solution qui est Moodle. Donc, toute la partie en fait conception pédagogique derrière, c'est du Moodle. Après, en techno pur et dur, derrière, on est sur du duo PHP MySQL. Voilà, avec quelques librairies JavaScript sur des rapports, G-Chart ou quelque chose comme ça. Enfin, donc, il y a mais principalement PHP MySQL. Alors, je vais éteindre ma vidéo. Donc, une base LMS. Oui, c'est ça, il y a une base LMS tout à fait, qui est Moodle. Moodle sur cette dernière version, en version 3.3, pour être exact. Voilà. Alors, Totara, effectivement, donc c'est je vous en prie, c'est une base LMS avec derrière, en fait, tout un système qui a été incorporé, notamment un système qui permet, alors sur sa dernière version, d'effectuer quand même pas mal d'actions qui diffèrent grandement du LMS classique que vous connaissez de Moodle. La première chose, c'est qu'en fait, la volonté de Totara, ça va être potentiellement de compartimenter les utilisateurs. Donc on a, alors je suis volontairement resté en anglais parce que la version française n'est pas encore finalisée, donc pour éviter d'être sur du franglais, les notions sont assez simples, hein, donc je reste sur de l'anglais, mais bien évidemment cette plateforme existe en français, mais là on est encore sur du franglais sur les dernières traductions. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que l'utilisateur peut très bien être embarqué sur un tableau de bord ou sur une page qui va être commune où on va pouvoir communiquer de manière globale, un peu comme un site internet. Le deuxième élément, c'est le dashboard. Et à côté de ce dashboard, en fait, on a ce qu'on appelle le multi-tenancy. Ça veut dire que Totara, en fait, permet, en fonction de ce qu'on connaît des utilisateurs et en fonction de règles que vous avez déterminées, permet de mettre à disposition, de compartimenter la plateforme sous forme de tenant. C'est ce qu'on voit ici. Donc, on peut comme ça, en fait, compartimenter les utilisateurs et faire en sorte qu'il y ait quand même quelques barrières, plus ou moins hermétiques d'ailleurs, entre les utilisateurs, entre les tenants concrets. Donc, c'est cette possibilité déjà de faire en sorte de former les collaborateurs en interne et former les clients en externe avec des contenus pédagogiques qui pourraient être différents, une communication qui pourrait être différente, un environnement graphique qui pourrait être différent parce qu'on peut graphiquement intervenir sur cette partie-là. Et donc, pousser des éléments de formation ou une communication dans le dashboard en fonction de ce qu'on connaît des utilisateurs ou de leur appartenance à un tenant. Donc là, vous voyez que je rejoins en fait une notion qu'on a vue précédemment, qui est l'adaptive learning. Donc là, dans ce sens-là, Totara, par le biais de règles,
de plugins qui existent, de contenu qu'on a, en tout cas de paramétrage qu'on a fixé, permet de mettre à disposition un tableau de bord qui sera propre, un ou plusieurs tableaux de bord d'ailleurs, qui sera propre à l'utilisateur lui-même, à ce qu'il attend. Donc là, c'est pour ça on retrouve, là même en tant qu'administrateur, je retrouve des formations que je suis actuellement en train de voir, des modules de formation que moi, de manière formelle, je pousse, on m'a poussé, hein, et puis des choses qui sont un peu plus informelles, parce que je suis allé naviguer sur, on va le voir, sur une sorte de catalogue, parce que j'ai navigué sur certains éléments, on me propose des relations avec ces parcours ces ressources pédagogiques que je suis allé voir. Donc on a ce côté-là. On peut gérer de dashboards, autant de dashboards qu'on souhaite et les affecter à autant de tenants ou les affecter à un niveau d'utilisateur. Il y a différentes strates dans Totara. Les strates qui peuvent être d'ailleurs en relation directe avec votre structure hiérarchique. Pourquoi? Parce que Totara embarque derrière la notion de position et d'organisation. C'est-à-dire qu'on peut très bien, encore une fois, tout ça se fait en connexion, en interconnexion avec un SIRH, un ERP. On peut très bien en fait récupérer la structure hiérarchique de deux manières d'ailleurs, de position et d'organisation, et l'embarquer sur Totara en vue derrière de compartimenter, de scinder, d'orienter le parcours pédagogique en fonction de cette partie-là. Donc ça, c'est le premier élément important. Et ça, c'est du standard, en fait, quelle que soit d'ailleurs la solution qu'on prend dans Totara, parce que les solutions LXP, Learn, Engage et Perform sont des solutions indépendantes. Donc, vous pouvez très bien prendre le LMS uniquement, le LXP uniquement, et la partie Perform, qui est la performance également uniquement. On a ce socle, quoi qu'il arrive, qui permet d'avoir cette notion d'entité et d'adaptive learning qui va pousser de l'information. Alors, je reste en fait sur la partie administrateur pour faire cette petite démo. Après, je passerai sur un manager qui a une vue un peu plus différente. Et on va voir que, là, encore une fois, le tableau de bord qui va lui être proposé sera un petit peu différent. Je ne vais pas non plus tout restructurer, mais qui lui montre d'autres éléments. Alors ça, c'est la première chose. C'est cette notion de dashboard et d'entité qui va permettre de compartimenter en fonction de la qualification des utilisateurs qui est liée à l'organisation et à la position, et qui va permettre d'afficher un contenu adapté aux personnes qui se connectent. La deuxième chose, c'est la partie LMS. La partie LMS, c'est la mise à disposition d'un ensemble de contenus sous forme de catalogue. Encore une fois, ce catalogue va pouvoir être trié en fonction de l'appartenance des utilisateurs, de la visibilité qu'on donne à certains parcours. On pourra dire que certains parcours sont disponibles que pour certains tenants, que pour certaines organisations, etc., etc. Donc même dans le catalogue, on a la possibilité de trier ce qu'on met en avant de manière formelle. On a du coup cette notion aussi de filtre qui peut être gérée comme on souhaite. On le génère comme on souhaite, comme on veut. C'est l'administrateur ou l'administrateur de l'entité qui va pouvoir déterminer quel filtre il met à disposition. Et derrière, on va retrouver un certain nombre de parcours pédagogiques. Alors pour ceux qui connaissent certains LMS, généralement, enfin en tout cas en ce qui concerne Moodle, on est limité en fait à un parcours pédagogique et le cours. Dans le cas de Totara, on va avoir le cours, bien évidemment, qui est un enchaînement d'activités de ressources. On pourra voir à quoi ça ressemble. Et on va également avoir la notion de programme. L'utilisateur va pouvoir se former sur un enchaînement de cours. Donc, vous voyez qu'on déplace la granularité sur un élément, enfin, en tout cas un parcours un peu plus macro. Donc, si on a un onboarding, ça pourrait être des cours séparés sur de l'administration, sur de la bureautique, sur de la sécurité des personnes, des gestes de premier secours, etc. Ces éléments-là pourraient être des briques séparées qu'on regroupe sur un programme global qui est l'onboarding. Donc, on a la possibilité comme ça de créer des programmes, et on a également la notion de certification, donc programmes certifiants qui vont permettre à des utilisateurs de suivre un programme, donc un enchaînement de cours, mais également ce programme certifiant aura une récurrence, une durée de vie, qui fait que l'utilisateur, à date anniversaire, devra se reformer une fois que ce programme arriva à échéance. À noter d'ailleurs que le programme de recertification pourra être différent du programme initial. Donc, si je reviens sur mon tableau de bord et que je rentre dans un cours, voilà à quoi peut ressembler un cours dans
dans Totara. Alors, j'ai des choses qui normalement n'apparaissent pas, hein. Comme je suis administrateur, j'ai un volet administration qui s'affiche, qui ne s'afficherait pas pour un utilisateur lambda ou même un manager, hein. Et donc, on a en fait un ensemble, un enchaînement d'activités de ressources qui sont d'ailleurs, qui peuvent être d'ailleurs des enchaînements, enfin, en tout cas des cours en blended learning. On voit ici, on a un espace d'échange et on a également en fait un rendez-vous présentiel qui peut d'ailleurs être un rendez-vous présentiel, distanciel en classe virtuelle. Voilà à quoi ressemble en fait un cours dans Totara, mais il peut avoir d'autres formes, hein. On a différents formats de cours qui peuvent être proposés. Et puis, voilà à quoi ressemble un programme. Donc, un programme, on va gérer en fait la chronologie d'action des utilisateurs en jouant sur les différents enchaînements des différents cours les uns avec les autres. Donc là, on va pouvoir vraiment mettre des points d'étape, poser des questions entre-temps, donner un délai entre une première étape qui a été validée et une nouvelle, etc., etc. Et tout ça, en fait, l'embarquement des utilisateurs pourra se faire de différentes manières. Soit c'est l'utilisateur lui-même qui va aller piocher des informations qui l'intéressent, soit on va directement et automatiquement lui proposer et l'inscrire à un ensemble de parcours par rapport à ce qu'on sait de lui, son appartenance à une organisation, son appartenance à un certain niveau d'utilisateur, etc. Soit c'est vous qui allez dire, cette personne-là, je veux qu'elle suive ce cours-là, si vous avez la capacité de le faire. Donc ça, c'est sur la partie LMS. Alors, on retrouve en fait, dans cette partie LMS, quelque chose qui a trait justement à OLXP. Et c'est ce qu'on appelle la partie librairie, qui donne la capacité à chaque utilisateur, alors ça peut être déterminé, hein, c'est une capacité dans Totara qui peut être modulée, enfin, qui peut être soit supprimée, soit laissée active. Mais en gros, le principe, c'est que excusez-moi, chaque utilisateur, chaque collaborateur pourra être en mesure de créer ses propres ressources, mettre à disposition des ressources, alors des ressources qui pourront mettre à disposition ces ressources à des utilisateurs spécifiques ou au plus grand nombre, c'est-à-dire ouvrir complètement un élément à l'ensemble des utilisateurs d'un tenant. Encore une fois, on récupère quand même cette frontière, hein, entre les tenants si on le souhaite. Donc là, si je clique sur des ressources, donc vous voyez, j'ai mes ressources, j'ai les ressources qui sont partagées avec moi parce que des utilisateurs peuvent dire tu peux être intéressé avec ça, hein. Un manager qui gère par exemple un ensemble, un espace de travail, on le verra après, pourrait très bien être à l'origine d'un contenu qui va être mis à disposition, d'une ressource qui va être mise à disposition et le mettre spécifiquement à un ensemble d'utilisateurs correspondant à son équipe. Donc voilà, donc là j'ai une partie partagée avec moi où là on a partagé quelque chose et vous voyez, un peu comme les réseaux sociaux, j'ai des informations qui me permettent de pousser des commentaires, de liker, de partager avec d'autres personnes, etc., etc. Je peux mettre en favori des ressources, aller piocher des ressources et les mettre, les marquer. Alors, j'en ai pas sur ce cas-là, j'en aurai sur mon autre utilisateur. Et je peux être à l'origine de la création d'autres sources. Alors, pour aller en suivant, je vais changer d'utilisateur, je vais passer comme manager. Donc, je vais ouvrir un autre onglet qui est un onglet manager. Vous voyez, je change là d'environnement. Je passe avec un manager. Donc, j'ai le petit bouton qui me permettait d'effectuer un certain nombre d'actions en tant qu'administrateur. Mais par contre, j'ai toujours, si je vais dans la partie catalogue, la possibilité de pousser, de créer des ressources. Et là, effectivement, normalement, dans les ressources sauvegardées, j'ai marqué en fait un certain nombre d'éléments. Je peux comme ça en fait mettre en favori des ressources qui sont soit partagées directement, soit parce que des ressources que j'ai récupérées dans le catalogue qui avait été mis à disposition. Alors, comment on crée une ressource? C'est assez simple en fait, hein, finalement. Une ressource, ça peut être soit d'ailleurs un quiz, en fait, un petit feedback en fait, assez rapide qui va permettre à l'utilisateur de pousser comme ça des éléments qui vont lui-même l'aiguiller sur. Alors, il faut le voir d'un point de vue plus global, sur par exemple un espace de travail, va poser des questions en vue derrière d'améliorer les ressources qu'il met à disposition. Donc, on a cette notion-là et on a cette notion de mise à disposition de ressources. Donc là, Totara 13, enfin, on va plutôt Totara Perform. Voilà. Avec derrière, pourquoi pas, la mise à disposition d'une vidéo, alors qui est stockée sur YouTube ou ailleurs. Vous voyez qu'on détecte directement
des informations, il détecte que c'est une vidéo, il va directement proposer un certain nombre de choses. Si je mets un lien de la vidéo, alors vous voyez, c'est un texte qui est enrichi, donc on peut comme ça pousser des documents, pousser de la vidéo, pousser de l'image, etc., etc. On peut embarquer du contenu externe, un peu un contenu sous forme d'iframe. Donc on pourrait très bien imaginer avoir, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, un H5P qui s'exécute sous forme d'iframe, et l'utilisateur après va décider en fait, en gros, si c'est partagé que pour lui, s'il le garde lui pour sa ressource personnelle, est-ce que c'est partagé à des utilisateurs bien distincts? Et dans ce cas-là, quel temps est nécessaire, encore une fois, sur cette notion dans le flux du travail, quel temps est nécessaire pour le faire, et auquel cas je peux aller, moi, piocher directement des utilisateurs qui appartiennent à mon entité ou à mon équipe. Voilà. Donc là, j'ai le choix en fait, d'aller piocher des utilisateurs. Et je peux décider que finalement, cet élément-là sera partagé à tout le monde. Et je peux aller, aller piocher des catégories, des thématiques qui vont étayer, en fait, qui vont faire apparaître cette information-là sous les filtres qui ont été effectués sur la partie catalogue. Voilà, donc on a cette notion de mise à disposition de ressources. Alors une ressource, ça peut vraiment être, vous voyez, quelque chose de simple, mais qui va permettre à chaque utilisateur qui est embarqué, pour lequel la ressource a été partagée, de rebondir, de rebondir sur ce qui se dit, à savoir pousser encore une fois des commentaires, liker, partager avec d'autres personnes, donc créer cette émulsion, en fait, cette émulation, excusez-moi, qui va permettre d'échanger un maximum d'informations et de faire que les gens vont collaborer entre eux. Voilà, pour la partie, donc, la partie Engage, qui est la partie LXP une partie de la partie LXP de Totara. La dernière partie, c'est ce qui concerne en fait les espaces de travail. Alors pour ceux qui connaissent Teams, on a cette notion d'espace de travail où en fait on peut créer ceux qui connaissent Slack, on crée des channels. Ces channels vont en fait permettre, on va pouvoir abonner des gens à ces channels, ils vont pouvoir même s'abonner eux-mêmes si c'est autorisé. Et on va derrière pouvoir, encore une fois, échanger spécifiquement sur des problématiques particulières. Et alors là, vous voyez que là, je suis sur le catalogue des espaces de travail et il y a certains espaces de travail où je vais devoir demander en fait l'autorisation de m'inscrire. Il y en a qui sont ouverts, il y en a pour lesquels je suis déjà inscrit et pour lesquels je peux me désinscrire. Il y en a pour lesquels il va falloir nécessiter un mot de passe pour s'inscrire, donc pas forcément obtenir la validation de quelqu'un. Donc voilà, quand on crée en fait un espace de travail, on va pouvoir en fait déjà avoir cette notion-là de qui a accès à ces informations. Après, si je rentre si je reviens sur mes différents espaces de travail que j'ai créés, alors vous voyez, quand je rentre sur ces espaces de travail, j'ai les différents espaces de travail dont je suis à l'origine ou on m'a partagé, et j'ai une petite en fait, capsule qui m'indique en fait quelles dernières actions, les derniers éléments que je n'ai pas vus, qui ont été poussés en fait dernièrement, qui me permet d'aller faire un état des lieux sur tous les sujets que je suis, d'aller voir en fait ces différents points rouges pour voir quelles sont les informations que j'ai ratées. Donc là, si je rentre en fait sur cet élément-là, voilà à quoi ressemble en fait un espace de travail. C'est un espace qui va mettre à disposition un fil de discussion où on va pouvoir échanger, rebondir encore une fois, sur un texte qui est enrichi. On peut pousser des documents, de la vidéo, etc. Et derrière, à côté de ça, on va pouvoir pousser, mettre à disposition des ressources que l'on a nous-mêmes créées, ou des playlists, ou des ressources que l'on souhaite en fait directement récupérer de contenus existants. Vous voyez, donc on retrouve comme ça des choses qui ont été mises à disposition de manière globale par d'autres utilisateurs. Et on peut comme ça peupler en fait sa librairie de ressources ou de playlists de ressources qui vont pouvoir étayer cet espace de travail. On a la gestion des membres. On peut du coup on peut affecter des membres directement ou on peut supprimer, enfin modérer en tout cas les membres. Vous voyez qu'en fait, on a un propriétaire de cet espace de travail et qu'on peut à tout moment retirer ou même décider de rendre propriétaire un autre utilisateur si on le souhaite, pour qu'il y ait plus d'informations. Voilà la notion de workspace dans Totara. Et alors, ces espaces de travail, donc toute cette partie-là, tout ce dont je vous ai montré, tout ce que je vous ai montré. Donc encore une fois, on a le côté learn et alors engage dans Totara. Et ces deux éléments-là sont des choses qu'on va pouvoir retrouver dans Teams, si vous utilisez Teams, comme application dans Teams. Donc, que ce soit
la notion de catalogue comme la notion d'espace de travail ou de ressources, etc. etc. C'est quelque chose qu'on va pouvoir trouver encore une fois dans cette idée du flux du travail, directement dans un outil qui est un outil qui sert à ça, Teams, qui va permettre d'échanger. Et cet outil-là, Teams, il y a une application qui existe qui permet d'intégrer directement Totara, quand on prend la partie Engage, qui permet d'intégrer complètement Totara dans Teams sous forme d'application. À côté de ça également, on a une application mobile, OS Android, qui embarque également les utilisateurs d'une manière plutôt mobile first, hein, sur les parcours pédagogiques et les éléments pour lesquels l'utilisateur est intégré. Alors, on ne trouve pas du tout la partie tableau de bord, mais on pourrait potentiellement la retrouver. Voilà, donc là, on a le LMS, la partie Learn avec le catalogue, le LXP avec les espaces de travail, avec la notion de ressources, de playlist de ressources, et on va derrière trouver également la notion de rapport. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, ce Learning Analytics doit servir, d'une part, à modérer. Alors là, je ne vais pas avoir de modération, mais si je retourne sur mon administrateur, je vais pouvoir avoir des rapports qui sont d'ailleurs préformatés. Hein. C'est-à-dire que Totara embarque un certain nombre de rapports préformatés et je peux m'en inspirer pour les modifier. Voilà, j'ai un rapport qui me permet parce qu'on peut en fait taguer, n'importe quel utilisateur peut taguer, n'importe quel utilisateur peut pousser des ressources. On peut aussi faire en sorte que chaque utilisateur peut indiquer qu'un contenu est inapproprié, et donc il y a une modération qui peut être effectuée. Mais on n'a pas que ça, on a également effectivement toute la partie administrateur de la plateforme, qu'est-ce qui se passe, le nombre d'utilisateurs qui se connectent, etc. La partie management des cours, des cours, avec le nombre de cours pour lesquels il y a en progression, le nombre de personnes qui n'ont pas commencé les cours. Donc on peut avoir des graphes, comme on peut avoir en fait des parcours, enfin je veux dire des rapports qui sont plus présentés sous forme de tableau. Et juste pour vous montrer, sans rentrer dans le détail, mais on a à tout moment la possibilité d'éditer les tableaux, les rapports, en créer des nouveaux et en modifier les existants en ajoutant toutes les colonnes qui correspondent à la source qui sont récupérées sur les rapports. Donc c'est là en fait donner la possibilité en fait à des personnes qui ont la capacité de créer des rapports, pas forcément de les consulter, d'ajouter des colonnes, de les renommer, de les prioriser, de sortir des filtres par défaut, de créer des graphes si on le souhaite, de déterminer finalement quel contenu va être disponible et qui a accès à ce contenu. Est-ce que c'est des personnes en particulier ou est-ce que c'est tout le monde ? Parce que c'est des contenus qu'on va d'ailleurs pouvoir potentiellement retrouver dans les dashboards sous forme de rapports, de KPI, sous forme de KPI qui vont être mis en avant pour des rapports spécifiques à des managers. Voilà, 50 minutes, je tiens les délais, me semble-t-il. Voilà en fait la partie Totara. Alors il y a une dernière partie, mais qu'on verra en fait plus tard, qui est la partie en fait Perform, qui est une partie qui est encore une fois qui est autonome, qui permet de gérer en fait les talents de l'entreprise, qui est basée sur toute une framework de compétences qui peut encore une fois elle aussi être incorporée par le biais d'une synchronisation ou d'un import en fichier plat. Et cet élément-là permet grossièrement, alors je vous montre rapidement sur la partie, donc on a cette notion de montée en compétences, cette notion d'objectif, cette notion d'équipe pour le manager. Alors moi, je n'en ai pas beaucoup. Je vais retourner sur excusez-moi, je vais retourner sur le manager, voilà. Et où là, j'ai la possibilité de voir mon équipe, où je suis un certain nombre d'utilisateurs, et je peux pousser comme ça des informations, des choses qui vont être propres à mon équipe. Voilà, puis bon, pour finir, parce qu'il ne faut pas rentrer dans le détail, mais en gros, dès qu'on demande à l'utilisateur de se former, de monter en compétence sur un certain nombre de niveaux, il aura derrière la possibilité de voir les actions qu'il doit effectuer avec un certain nombre d'étapes à effectuer pour monter en compétence sur tel ou tel élément. Ça fera l'objet d'un autre webinaire qui n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Voilà. Alors, si vous avez des questions, excusez-moi, c'est maintenant. J'ai ma voix qui... Merci Benoît. On a de nombreuses questions. On va essayer d'y répondre, mais sinon, je mettrai
l'email de Benoît et le mien dans le chat pour que vous puissiez nous contacter. Alors, dans l'ordre, en lieu et place des noms, prénoms des apprenants formateurs, peut-on mettre plutôt des matricules? Ça, c'est une question qui a été posée au tout début quand on voyait le dashboard avec les tenants, les entités. Bon, je vais te laisser répondre. Oui, alors tout simplement, oui, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que ça peut très bien être entré dans le champ de profil. Et il faut comprendre aussi que, alors je vais plutôt revenir sur une fenêtre administrateur. Je vais ouvrir ça à chaque fois, l'habitude certainement. En fait, on peut, au niveau des utilisateurs, créer ce qu'on appelle des champs de profil. Donc en fait, si user profile field, vous voyez là, on peut créer autant de champs de profil qu'on le souhaite. Ils ont différentes formes. Donc même si ça ne sert pas d'identifiant comme identifiant de création, parce que pourrait être le cas, hein, et que vous souhaitez quand même conserver cette information en vue de les trier dans les rapports, dans le Learning Analytics, c'est possible. On peut importer autant de champs de profil qu'on souhaite pour qualifier au maximum les utilisateurs. On peut d'ailleurs embarquer en fonction de ces champs de profil les utilisateurs dans ce qu'on appelle des cohorts qui vont finalement regrouper des utilisateurs dans des niveaux particuliers, dans des typologies d'utilisateurs qui serviront à alimenter le tableau de bord. Ensuite, on a une autre question. Est-ce que Audrey, oui, pardon. Je vais parler seule. Est-ce que la plateforme peut être... Tu les vois les questions, j'imagine? Oui, je les vois. Hein, Okay. Est-ce que la plateforme peut être administrée, je ne sais pas si les autres le voient, peut être administrée par une entreprise cliente en marque blanche qui est chartée selon son entité graphique, gérera ses utilisateurs? Alors, ce n'est pas l'objet, hein. Enfin, ça peut, il faudrait en fait créer des rôles particuliers, mais ce n'est pas l'objet. Je pense que ça, c'est pour rebondir sur le multi-tenancy. Effectivement, le multi-tenancy, à la base, c'est surtout pour compartimenter des services au sein d'une même entreprise. Mais en fait, bon, pour faire clair, si ça peut être le cas. Ça peut être le cas, c'est-à-dire qu'on pourrait en fait, alors en marque blanche, oui, parce que là, c'est innovation, mais quand on est sur les entités, quand vous êtes sur les entités, vous pouvez d'ailleurs créer, enfin, si je rentre dans une entité externe, par exemple, vous voyez, je vais pouvoir en fait intervenir sur graphiquement l'entité, l'apparence de l'entité elle-même. Donc là, j'ai un thème qui est utilisé, mais je peux modifier cette entité comme je souhaite. Je peux en fait, après, effectivement, créer des managers d'entités, enfin des utilisateurs qui ont des rôles particuliers dans l'entité. Donc potentiellement, je pourrais faire en sorte que cette entité soit complètement hermétique et qu'elle ne puisse pas communiquer avec les collaborateurs. Donc oui, je réponds oui. Par rapport au Moodle Workplace, quels sont les avantages limites des deux solutions? Alors, je pense que vous connaissez déjà Moodle Workplace. Hein, si la question Moodle Workplace, c'est une solution qu'on proposait qui était la solution Moodle pour entreprise. Alors, il ne faut pas se leurrer, il y a des similitudes, hein, il y a franchement des similitudes assez importantes. Moodle Workplace, actuellement, ne répond pas à la notion de LXP. C'est-à-dire qu'on n'a pas cette notion de n'importe quel utilisateur. Alors, on pourrait le faire en jouant sur les rôles, mais nativement, ce n'est pas le principe. On est plutôt sur un LMS qui est un LMS multi-tenancy, qui permet de gérer le Learning Analytics avec des rapports, etc. Mais on n'a pas cette notion de LXP pour le moment. On pourrait le reconstruire. Enfin, ce serait moins fluide que ce qu'on a vraiment actuellement sur Totara avec la notion comment s'appelle, d'espace de travail, de ressources mises à disposition, etc., etc. Je pense qu'à terme, on va y aller dessus. Sur ça, Workplace, c'est une des volontés, hein, parce que c'est quelque chose qui, forcément, est une attente, mais ce n'est pas le cas actuellement. Donc, la grosse différence, c'est ça. Après, une autre différence qui est dans le modèle économique, c'est que Totara, ça va être au nombre d'utilisateurs. Donc, vous avez des tranches d'utilisateurs. Sur Moodle Workplace, là, pour le coup, c'est le serveur qui va être mis à disposition qui va déterminer le tarif. Est-ce que je comprends bien que la logique du LXP, c'est celle utilisée dans le cadre de LinkedIn Learning? Alors, je manque un peu d'expérience sur LinkedIn Learning, donc je ne pourrais pas vous répondre. Je suis désolé. Je pourrais me renseigner et vous répondre dans un second temps, aller voir ce que c'est. Audrey, je ne sais pas si tu as travaillé déjà sur le LinkedIn Learning. Moi, je n'ai jamais rien fait, donc je n'ai pas le retour d'expérience. Pas tant que ça, et je pense que on peut faire des intégrations, on peut penser à des intégrations entre LinkedIn Learning et Totara. LinkedIn Learning, il n'y a pas vraiment de plateforme telle quelle, c'est plutôt pousser du contenu, des vidéos
on peut tous y accéder, on a un compte LinkedIn, on peut tous y accéder. Mais ce n'est pas un LMS en soi. Voilà. Alors, il y a une question par rapport comment s'appelle, au rôle par défaut, de ce que je comprends. Nativement, il y a combien de profils existants de base? Alors, il y en a beaucoup, en fait. Il y en a beaucoup de base, mais parce qu'en fait, il y a cette volonté de préformater certains rôles par rapport notamment aux entités. Et notamment dans les entités et dans les fonctionnalités du LXP, donner la capacité à des utilisateurs de créer des workspaces et pas d'autres, etc., ou de modérer des espaces de travail. Donc, il y a tout ça. Après, en fait, de base, il y en a pas mal, mais on peut surtout en fait en créer d'autres. C'est-à-dire qu'on peut créer d'autres rôles. J'ai la possibilité, vous voyez, de créer des nouveaux rôles qui vont être basés sur des rôles existants ou des rôles qui vont être complètement custom. Donc, c'est illimité. Enfin, nativement, il y en a déjà pas mal, je compte une dizaine, et on peut en avoir beaucoup plus. Qui modèle ou contrôle le contenu alors, excusez-moi, parce que du coup, ça change. Qui modère ou contrôle le contenu de la ressource créée par l'utilisateur dans la logique LXP en termes de qualité? Alors, c'est justement ce rôle, en fait, on a bien évidemment, par défaut, l'administrateur, mais on a également, en fait, des utilisateurs qui vont pouvoir avoir un rôle particulier qui va, parce qu'ils ont l'expertise ou du moins la visibilité globale qui leur permet d'avoir cette approche de modération, mais et on a la possibilité de fixer des rôles, en fait. Donc, alors ça se fait, c'est une modération qui est toujours a posteriori, hein. Donc on n'a pas cette notion de je crée quelque chose, il faut que ça passe dans un flux de validation. On pourrait l'imaginer, je pense. Ce n'est pas ce qui est prévu nativement. Mais en tout cas, pour répondre plus rapidement à la question, il y a un rôle qui existe qui permet justement de modérer, d'être en capacité de modérer les espaces de travail et les ressources mises à disposition. Dans le cadre de la création de contenu par les utilisateurs apprenants ou formateurs, si on change de plateforme, quels sont les formats exportables en SCARM? Alors malheureusement, il n'y a rien en fait. C'est-à-dire que grossièrement, si vous créez du contenu incorporé en SCORM initialement, vous pourrez le récupérer bien évidemment, et tout ce que vous créez sur la plateforme d'un point de vue LMS ou sur des ressources et sur les échanges d'espaces de travail, vous ne pourrez pas les récupérer en SCORM pour les rapporter sur notre plateforme. Est-il possible de mettre en place un paiement en ligne ou un compte prépayé pour accéder à un contenu pédagogique? Alors oui, alors là, ça touche à ce qu'on appelle les méthodes d'authentification ou les méthodes d'inscription dans les cours. On peut très bien en fait assujettir la validation d'un paiement à l'inscription d'un utilisateur dans un cours. Donc on pourrait très bien imaginer dans le catalogue de cours qui était présenté, avoir quelque chose qui fait que l'utilisateur n'est pas en droit. Donc là, si je vais dans Fine Learning, là, je clique sur un cours, voilà, j'ai ça. Là, je pourrais très bien avoir soit, donc là, je ne suis pas actuellement enrôlé dans le cours, dans le programme, mais je pourrais avoir les capacités, mes différents choix qui s'offrent à moi pour intégrer ce programme. Un mot de passe, quelque chose, la demande, une demande à un manager, et où on pourrait du coup avoir un autre élément qui serait je paye quelque chose pour y accéder. Alors, attention, si l'objectif est juste de déclencher un paiement, ça va très bien, ça peut faire le boulot. Par contre, si votre objectif, c'est de vendre des prestations à l'extérieur et de communiquer à l'externe sur ces formations et d'essayer de créer en fait une sorte de workflow d'un canal d'e-commerce, hein. Là, pour le coup, moi, je partirais plus sur Totara pour la partie LMS, LXP, mise en place du contenu, construction du contenu, et un CMS, donc Drupal, WordPress, n'importe quel CMS, pour communiquer en masse sur les ventes, sur la notion de formation en vente. Est-ce qu'il est possible... Oh, c'était ça. Pardon. Ouais, c'est ça. Est-il possible d'avoir un accès à une plateforme test? Oui, je pense que ça peut être possible. Ça, il faut juste nous envoyer un message et je pense qu'on doit être en mesure de vous répondre favorablement. Les rapports sont automatisés? Alors, ils peuvent l'être. C'est-à-dire qu'on peut en fait donc créer des rapports, s'appuyer sur des rapports existants et on peut effectivement planifier des envois de rapports automatiques à des personnes qui ne font pas forcément partie d'ailleurs de la plateforme.
Donc là, c'est un envoi en masse sur des rapports. Sur chaque rapport, on peut décider si on envoie ou non ce rapport à des utilisateurs déterminés. Je t'interromps, Benoît. Politique tarifaire, on y arrive. Une question à laquelle tu as répondu tout à l'heure, interface possible en français, oui. Pas là pour la démo, mais oui, bien sûr. C'est une question d'Isabelle. Quelle est la politique tarifaire de Totara? Alors, on a en fait, il y a deux choses. Il y a une licence à l'utilisateur. Alors, c'est des plages, c'est des fourchettes d'utilisateurs de 0 à 500, de 500, je n'ai plus les critères, mais alors là, on peut très bien vous formuler une offre rapidement. Là, vous nous contactez. En gros, c'est ça. On a en fait déjà un paiement là-dessus. Et après, on a l'hébergement de la solution qui sera principalement en mode SaaS. On peut faire du on-premise si vous voulez, mais on privilégie pour plusieurs raisons, d'ailleurs qui sont financières de votre côté également, le SaaS. Et du coup, on a voilà, ces deux lignes budgétaires qu'il faudra prévoir, l'hébergement d'un côté et l'abonnement selon en fait une fourchette d'utilisateurs sur Totara. Là, franchement, il n'y a pas de problème. Vous nous poussez un message nous demandant en fait un tarif. On peut très bien vous formaliser un devis qui peut être plus précis. Il est possible de mettre un référentiel de compétences et de suivre la progression dans l'acquisition, bien évidemment. C'est-à-dire que vous avez toute une framework de compétences dans Totara qui peut encore une fois être incorporée à la main. Alors moi, j'ai mis des compétences toutes différentes, avec d'ailleurs une échelle de compétences qui peut être aussi construite manuellement. Et on peut en fait exporter ces compétences, ça c'est le framework, et on peut l'incorporer également. Donc on peut très bien imaginer via un web service, via une tâche planifiée qui tourne, mettre en place en fait une routine qui va alimenter ce système de framework de compétences. Et les compétences, on les retrouve alors à différents endroits, au niveau du LXP, du LMS, parce que c'est une récompense, entre guillemets, de la validation de l'achèvement d'un certain nombre de parcours. Et puis, c'est également, on va le retrouver sur la partie perform, avec la notion de compétence et de montée en compétence, où là, l'utilisateur, on va lui dire, tu ne vas pas suivre tel cours, tu dois monter en compétence sur tel élément, et pour monter en compétence sur tel élément, tu dois effectuer telle action, telle action, telle action. Et l'utilisateur, d'ailleurs, est un peu plus c'est un peu plus souple pour l'utilisateur, pour le collaborateur, parce que c'est lui qui va choisir finalement le chemin de formation qui va lui permettre de monter en compétences ou de monter en échelon sur les niveaux de compétences. Pouvez-vous me montrer comment se passe la création de contenu? Alors, je peux, ça peut être, je ne sais pas si c'est, on va pas forcément, on peut faire une démo pour ça, mais je vais aller rapidement sur un contenu. Alors, il faut qu'on ait le droit de le faire. Je reprends mon guide du bon composteur. En fonction du droit que j'ai sur le contenu, sur le parcours. Donc, encore une fois, là, on est l'élément, je dirais, le grain pédagogique le plus fin dans Totara, ça va être l'activité ou la ressource. Alors, ressource dans le sens, pour le coup, ressource de cours, et pas ressource dans le sens ressource LXP, ressource qui a été produite par un collaborateur. Donc, quelque chose pour lequel l'utilisateur va être spectateur, donc ressources, une mise à disposition d'un document, d'une vidéo, etc., ou une activité qui va générer du dynamisme entre l'utilisateur et d'autres utilisateurs, un forum d'échange, un chat, etc., ou une classe virtuelle, ou activités qui vont générer de l'interaction entre l'utilisateur et la plateforme, un quiz, un test, un feedback, etc. Donc, si j'ai les droits qui vont bien, je peux en fait activer le mode édition. Et en fait, derrière, vous voyez qu'on n'a pas de front office et de back office dans Totara. On a en fait juste un changement d'état par rapport aux capacités qu'on a d'édition. Et en fait, je vais pouvoir ajouter des activités, des ressources. Donc, c'est ce que vous voyez ici, les activités, les ressources. Donc, Totara embarque, petit lapsus, mais parce que ça, là, on rentre dans la notion de LMS qui est de base Moodle. Donc, embarque en fait un certain nombre d'outils qui sont du coup nativement mis à disposition, des outils qui sont vraiment divers et variés. Donc, un qui sort un peu du lot, c'est la notion d'interactive content qui est H5P pour ceux qui ne connaissent pas. Je vous invite à aller voir h5p.org, donc qui englobe en fait un certain nombre d'activités de gamification assez ludiques, assez dynamiques. Et puis la notion de séminaire. Donc là, je m'inscris à un événement présentiel, l'incorporation d'un score, la possibilité de poser des questions, d'évaluer les utilisateurs,
la notion de feedback, où là, on va plutôt évaluer les utilisateurs, c'est plutôt un questionnaire qualité, etc., etc. Donc là, l'incorporation, elle se fait assez simplement. Il faut juste, pour les ressources, c'est du glisser-déposer de contenu directement sur la plateforme. Sur des activités, il faut les construire. Pareil sur le SCORM, c'est du glisser-déposer de SCORM. Sur le contenu, il faut le concevoir directement. Donc là, on peut très bien aller sélectionner l'activité, l'ajouter et aller chercher, là je prends le cas de l'activité H5P, et aller chercher l'activité H5P, par exemple, pour construire une vidéo interactive ou un livre interactif qui équivaut plus ou moins à ce qu'on a sur RiseUp. Et si possible d'intégrer un outil auteur, alors là c'est tout à fait possible, tout simplement parce qu'on a en fait cette notion justement de SCORM, parce que la plupart des outils auteurs proposent en fait des exports en fait en format SCORM, donc on va pouvoir incorporer ces capsules SCORM directement sur la plateforme. Quelles sont les évolutions à venir de Totara? Combien de clients utilisent? Alors, de notre côté, on a une dizaine de clients. Côté France, je pense qu'il y en a beaucoup plus. Côté international, j'ai aucune idée. Je manque de chiffres, c'est pas vraiment mon domaine dans la partie, en fait, cette partie-là. Les évolutions, c'est la volonté d'incorporer en fait directement sur la partie présentielle. Ce n'est pas le cas, c'est le cas de manière indirecte, une classe virtuelle pour qu'on embarque, on puisse directement embarquer une classe virtuelle intégrée. Alors après, je n'ai pas la roadmap en place parce que le Totara 13 est quand même assez récent. Donc je pense qu'il va y avoir déjà en fait, on va asseoir certaines fonctionnalités liées déjà à cette nouvelle version hein, qui est sortie fin d'année dernière. Et après, on parle de roadmap. Enfin, je pourrais revenir vers vous avec des éléments plus probants sur la roadmap. Et voilà. Non, on a une question concernant MoodleNet. MoodleNet n'apportera-t-il pas une solution par rapport aux espaces de travail de Totara? MoodleNet? Alors, MoodleNet, la roadmap de MoodleNet n'est pas finalisée. Moodle HQ travaille dessus. Donc, je ne sais pas si on peut répondre à cette question nous-mêmes. En fait, initialement, le projet initial de MoodleNet, c'est en fait de faire en sorte que tous les parcours pédagogiques, qu'il y ait une sorte de réseau en fait inter-Moodle, c'est-à-dire que chaque Moodle puisse à tout moment pousser des contenus pédagogiques dans une sorte de marketplace. Parce que le MoodleNet, d'ailleurs, initialement, c'était des gens qui pouvaient pousser manuellement du contenu pédagogique construit sur Moodle. Là, l'objectif, c'est en fait une certaine interopérabilité entre MoodleNet et Moodle. Et l'idée, c'est d'être en capacité de pousser plutôt d'ailleurs du contenu Moodle que du contenu externe à Moodle dans une marketplace. En vue, à terme, je pense, de créer une sorte de réseau inter-Moodle de contenu pédagogique et pourquoi pas de vendre en fait ces contenus pédagogiques, que les propriétaires de plateformes Moodle sont en capacité de vendre ce contenu pédagogique. Alors il y a cette notion aussi effectivement dans MoodleNet d'espace de travail, mais qui est en dehors par contre du carcan de Moodle propre à la structure. Enfin, par rapport à ça, on est bien d'accord qu'on se crée en fait un compte dans MoodleNet et que ce n'est pas un compte qui est propre à la plateforme que l'on. Donc c'est hébergé à l'extérieur, on n'est pas du tout sur le même soft. Voilà. Et après, je pourrais venir vers vous si vous avez besoin d'un complément d'information avec effectivement cette notion d'intégration de Totara dans MoodleNet. Je pense qu'on a fini avec les questions. Très bien. Merci à tous. Je vous souhaite, il est midi, une dizaine de minutes. Je vous souhaite un bon appétit. Merci beaucoup d'avoir suivi ce webinaire. Et puis, le prochain webinaire, je ne sais pas quand est-ce qu'il sera disponible, mais je crois que c'est d'ailleurs sur Workplace. Et puis, on en fera un autre qui sera sur, du coup, la dernière partie qu'on n'a pas vue aujourd'hui, qui est la partie, en fait, perform de Totara, avec toute la notion des compétences et l'engagement des utilisateurs sur la montée en compétences. Juste pour répondre, le prochain webinaire sera prévu le 1er avril à la même heure. Et donc, ce sera Moodle Workplace. Voilà. Très bien. Merci à vous tous. Très bonne journée à vous. Au revoir.